Good evening everyone, welcome to DigiSchool. Ok, j'arrête là, je repasse en français. Bienvenue à tous, bienvenue pour ce live de révision du bac. Je suis Marion, je suis votre prof d'anglais. Je sais que vous avez la pression, le bac c'est bientôt, paniquez pas, on va revoir ça tous ensemble. Qu'est-ce que l'épreuve? Qu'est-ce qu'on attend de vous? Et puis j'ai plein d'exemples d'annales à commenter avec vous ensemble pour voir comment répondre au mieux et comment avoir les meilleures notes possibles au bac. Ok, c'est parti. Alors, rappel de base. L'épreuve de bac, vous savez qu'il y a 4 grands thèmes. Donc on a mythé, héros, espace et échange, lieu et forme du pouvoir. Et le 4e, ça y est, il m'échappe. Mythé, héros, lieu et forme du pouvoir. Espace et échange, je l'ai dit. Ah. Lieu et forme de pouvoir, mythé, héros, ça y est, on a tous perdu. L'idée de progrès, c'est bon, je l'ai, pardon, excusez-moi. Mythé, héros, l'idée de progrès, espace et échange, et lieu et forme du pouvoir. Donc on a 4 grands thèmes qui sont déclinables à l'infini. D'ailleurs, il n'y a pas une classe d'anglais qui a fait le même programme, mais tous se rattachent à ces idées-là. Et bien, les documents que vous aurez pour l'épreuve du bac, c'est pareil, ils seront toujours dans la même thématique, toujours dans une de ces 4 grandes idées. Gardez-le en tête. Parce que quand vous aurez à faire de l'expression écrite ou quand si vous avez à redévelopper des idées, si vous pouvez rester dans cette optique-là et respecter ces cadres-là, c'est un plus. On y reviendra tout à l'heure quand on passera à la partie expression écrite. Ok, je m'écarte pour que vous puissiez voir. Donc en fait, rappel de base, les compétences évaluées, vous avez compréhension écrite, expression écrite, et seulement ces deux-là pour l'épreuve écrite du bac. Ok. Vous savez quel est le format de l'épreuve. Vous avez une partie compréhension écrite avec plusieurs documents. Ça dépend des années. Vous pouvez avoir un texte A, un texte B, vous pouvez avoir 3 textes, vous pouvez avoir 2 textes et une image. Ça dépend. Ça, le ministère change tous les ans, donc ça, je ne peux pas vous dire à l'avance. Et puis, il n'y a pas vraiment de tendance. Vraiment, c'est aléatoire. Vous avez un questionnaire, et ça, par contre, c'est à peu près toujours la même chose. Vous avez des questions sur le premier texte, questions sur le deuxième texte, puis après, des questions qui mettent en relation les deux. Ok. Et puis ensuite, vous avez un sujet d'expression au choix, ou pas, ça dépend. Parfois, on vous laisse le choix, parfois non. Et vous savez, les sujets d'expression écrite sont différents selon que vous êtes en spécialité L, langue étrangère de spécialité ou non. Ok, donc le questionnaire de compréhension, je vous l'ai dit, il commence avec des questions sur le texte A, des questions sur le texte B, et puis des questions texte A et B, qui sont pour vous le moment de montrer que vous avez compris quel était le thème en fait global et que vous savez faire les liens entre les deux textes. En général, vous avez une idée globale et les deux textes présentent chacun un point de vue. À vous de montrer que vous avez bien compris ce que c'était que cette idée et de voir que vous avez, de montrer que vous avez aussi compris les différents points de vue. La logique du questionnaire, elle est tout le temps la même, c'est-à-dire les premières questions, c'est des questions assez simples de repérage. On va vous demander où se passe le texte, qui est le narrateur, dans quelle ville on est, dans quel pays, combien il y a de personnes, quelles sont leurs relations entre eux. C'est vraiment des questions de repérage et ça, c'est pour vous aider. C'est-à-dire que déjà, on vous invite à faire vraiment attention au texte pour pas aller trop vite ou parce que vous avez la pression ou le stress, pour pas faire de contresens, d'accord? Donc ça, c'est les premières questions. Et puis au fur et à mesure qu'on progresse dans les questions par document, on va rentrer dans des questions de compréhension ou de reformulation. Ce qu'on attend de vous, c'est toujours la même chose. Donc le premier R ici, c'est du repérage. D'abord, on veut que vous sachiez repérer. Trouver dans un texte les éléments, les indices qui vont vous aider à vraiment mettre le cadre. Ensuite, on veut que vous soyez capable de citer. Ok? Et citer, c'est-à-dire qu'on va vous le demander en général. Ce sera écrit texto dans la question, justify from the text. Okay? Ou quote from the text. Et dans ce cas-là, il faut vraiment reprendre les éléments du texte avec les guillemets et après, entre parenthèses, le numéro de la ligne. On va vous demander aussi, après, donc quand on continue dans la progression des questions, on va vous demander de reformuler. Ok? Et ça va être des questions qui vont en général commencer par « in your own words ». Avec vos propres mots. Et là, la grosse erreur, ce serait de ne pas voir qu'on vous demande de reformuler et de ressortir le texte du document tel quel. Là, ce serait pas du tout valorisé. Au contraire, vous serez pénalisé là-dessus parce qu'on veut voir que vous avez compris et que vous êtes capable de reformuler, c'est-à-dire d'utiliser vos propres mots pour exprimer la même idée. D'accord? C'est là l'exercice. Donc, il ne faut pas passer à côté de ces questions-là. Et la dernière chose qu'on vous demande, ça c'est ce qui est le plus complexe dans ce qu'on va vous demander dans cette épreuve du bac, c'est de comparer.
Et ça, c'est pour les questions des textes A et B, ou alors A, B et C si vous avez 3 documents. Une fois qu'on vous a fait faire les repérages du premier texte, et puis 1 ou 2 questions de compréhension, les repérages du deuxième texte, avec 1 ou 2 questions de compréhension, normalement vous avez bien cerné les différents points de vue. Et bien ensuite, vous allez avoir des questions qui vont vous demander de combiner, en fait, de prendre ce que vous avez compris du premier texte et du deuxième texte, et de comparer. Comparer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez devoir exprimer les ressemblances et les différences. D'accord? N'oubliez pas la moitié de la question. C'est important de montrer que vous savez voir à quel moment est-ce que les textes se rejoignent et sur quel point est-ce qu'ils sont divergents. D'accord? Et toujours R, ça c'est mon conseil à moi, c'est et toujours se relire. Ok? Ce serait vraiment dommage de perdre des points parce que vous n'avez pas relu vos phrases avec les fautes classiques du pas de S à la 3e personne du singulier, ou vous ne conjuguez pas vos verbes, vous n'avez pas mis de passé, etc. D'accord? Voilà, donc ça c'est vraiment ce qu'on attend de vous, et dans l'ordre. D'abord des repérages, après des citations, savoir reformuler, et la cerise sur le gâteau, c'est quand vous êtes capable de comparer, de manière intelligente, avec des mots de liaison, etc. Ça c'est vraiment ce qui va faire le plus dans vos copies. Ok. Donc on va prendre des exemples au fur et à mesure, et on va les commenter. C'est des exemples qui sont tirés d'Annales, donc ce sont des vrais sujets qui sont déjà tombés. Ça nous permet de voir exactement ce qu'on vous demande. Ok, donc le premier, c'est un document une question de repérage simple. C'était le document B, I'm still middle class, John Abraham. Ici, la question qui était posée, c'était quelle est la profession du narrateur? Donc je vous laisse regarder un peu la diapo. Quelle est la profession du narrateur? Et en fait, il s'agit ici de trouver les indices. On en a plusieurs. On en a une ici, avec Bollywood. Ça fait appel à votre culture G, c'est pas interdit d'en avoir et c'est pas dit qu'on vous demandera pas d'en avoir le jour du bac. Bollywood, c'est l'équivalent indien de Hollywood, c'est l'industrie du cinéma en Inde. Donc on a déjà un exemple sur l'industrie du cinéma. En plus, on a Star, qui vient nous rappeler que c'est une personne connue, célèbre. Il a des fans, ok? On a actors, ici. Movies. Et on a encore actor ici. Donc vous voyez, on a plein d'indices dans le texte. Et là, la question de repérage vous demande simplement d'aller chercher ces indices et de dire The narrator is an actor in India. Ok, si vous faites cette réponse-là, vous avez tous les éléments. Si on vous demande de justifier d'après le texte, From what we can see in line 1, John Abrams is a star in India. And then, if we look in paragraph 2, line 1, it is said that he is an actor. Okay? Vous mettez des guillemets à chaque fois que vous citez un mot du texte. Derrière, vous mettez la parenthèse avec ligne 2, ligne 6, etc. Okay? Et là, vous faites une réponse complète. Ok. On monte d'un cran dans la difficulté. Repérage plus déduction. Ok, donc là, on a un texte, c'était un autre document, When we lived in Mississippi, in Biloxi, etc. Donc là, on vous demande où se passe l'action et à quel moment dans la vie du narrateur. Ok, donc où se passe l'action, vous allez le trouver assez vite, on a Mississippi ici. Donc normalement, vous savez tous que le Mississippi, c'est un état des États-Unis, donc vous pouvez répondre ça. Et par contre, à quel moment de la vie du narrateur? Il faut déjà repérer qu'on est dans un contexte passé. When we lived in Mississippi, donc on n'est pas au moment présent. When I was 11, my father, il parle de son père. My father worked at the base there and stayed home on the weekends, etc. Donc ici, on est clairement dans un homme qui raconte son enfance. Okay, so the text takes place in the United States, in Mississippi, when the narrator was a child. Ok, autre question qu'on pourrait poser sur ce texte. Quelle est la profession du père du narrateur? Là, c'est pareil, il y a du repérage à faire et de la déduction. Qu'est-ce qu'on a? Donc, my father worked at the base and stayed home on the weekends. If it left the Air Force. Et là, on a les deux éléments dont on a besoin. Ok? What is the profession of the narrator's father? He works on a base. Il travaille sur une base. And if it left the Air Force, il travaille pour l'aviation. So, the narrator's father is a soldier who works
for the Air Force. Okay, vous avez là 2 éléments à mettre en relation et qui vous permettent de déduire la profession du père du narrateur. D'accord? Donc là, on est dans du repérage un peu plus complexe que la question d'avant, où c'était vraiment tout dit en toutes lettres dans le texte. Là, il faut appliquer un peu de logique pour déduire. Ça toujours? Ok, on enchaîne. Ok, repérage plus culture G. Souvent, ça fait un peu grogner les lycéens qui passent le bac, parce que oui, on fait du repérage, mais on n'est pas censé tout savoir. Non, mais vous avez quand même fait de la civilisation pendant toutes vos années lycée, donc on s'attend à ce que vous ayez un minimum de culture générale sur le Royaume-Uni, sur les États-Unis, par exemple. C'est pas interdit d'en avoir non plus sur l'Australie, sur les pays, les anciennes colonies, etc. Mais au minimum sur le Royaume-Uni et sur les États-Unis, on s'attend à ce que vous ayez les bases de la culture, de l'organisation du pays, que le Royaume-Uni est une monarchie, etc. Donc ici, par exemple, on pourrait vous demander quelle est la relation entre Prince William and the person who urged the country to stand up. Okay? Parce que dans le titre, on a Prince William. Et ici, on a the Duke of Cambridge. Bon, ben normalement, vous êtes censé savoir que Prince William, un de ses titres au sein de la monarchie, c'est d'être Duke of Cambridge. Et donc, vous êtes censé pouvoir reconnaître que c'est la même personne. C'est Prince William qui s'est engagé contre le harcèlement scolaire à l'école. D'accord? Ça, c'est un exemple de repérage plus culture G. Un autre exemple qui vient après. Cette fois-ci, on n'est plus au Royaume-Uni, on est... je ne vais pas vous dire, puisque c'est ça la question. In which country does this story take place? Ok. Je vous laisse regarder. C'est peut-être un peu petit, mais si vous vous approchez. So we have Eddie. It was the last Saturday in March, and Eddie is doing things, but we don't care about this. Okay? We want to know where does the story take place. On a comme indice Hudson. De toute façon, vous voyez bien que c'est un nom de lieu, puisqu'on a une majuscule, donc c'est un nom propre. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? The Harlem River. Ici, on a Chelsea. Et on a, where is it? Manhattan. Okay? So if I ask you, in which city does the text take place? The answer is, il y en a qui l'ont? Harlem, Hudson, Manhattan? New York. Ok? La réponse, c'est New York. Alors, les élèves qui ont passé cette épreuve-là du bac, ils ont eu du mal, en fait, parce qu'on parle de Harlem River. Il n'y a pas de rivière Harlem à New York de nos jours. Non, parce que l'histoire se passe au 19e siècle, avant qu'il y ait eu toute cette expansion urbaine. Et il y avait encore une rivière Harlem, qui est maintenant enterrée à New York. Mais par contre, il fallait se douter que l'histoire se passait avant le développement de la ville et reconnaître tous les noms propres de ce qui sont en fait maintenant soit des quartiers de New York, soit le Hudson, c'est toujours le Hudson River. Okay, le fleuve Hudson, il est toujours à New York. Par contre, Harlem, c'est devenu le nom d'un quartier qui est quand même relativement célèbre. Chelsea aussi, et le plus connu, c'est Manhattan. Okay? Ceux qui ont répondu The story takes place in the city of Manhattan, ils n'ont pas eu tous les points. Parce que Manhattan, c'est pas une ville. The city is New York. Okay? Donc des fois, on va vous demander de faire appel à votre culture générale pour compléter un peu l'implicite du texte, de montrer que vous êtes capable de trouver des indices et d'expliciter ce qui n'est pas dit. Ok. Then. Pardon, je voulais dire, on a quelques questions si jamais. Oh, you have questions? Yes. Okay, let's go for the questions then. Alors, petits yeux, j'ai du mal à formuler les réponses aux questions en anglais. Est-ce que tu as des petits conseils pour... Oui, souvent vous pouvez reprendre soit le début de la question, en général, ou alors, par exemple, si la question, je vous explique, si la question c'est « Where does the story take place ?» Eh bien, vous pouvez commencer votre réponse avec « The story takes place ». Vous reprenez en fait la fin de la question, et puis vous complétez « In the city of New York ». D'accord? Ça, c'est toujours une bonne idée. Vu la manière dont sont formulées les questions en anglais, en général, on peut reprendre la fin en conjuguant, parce que si je reprends, là, je peux l'écrire « Where does the story take place ?» Ça, c'est votre question.
Vous savez qu'en anglais, le S de la troisième personne, il se met sur l'auxiliaire. Donc vous, quand vous allez répondre, vous allez prendre la fin, mais vous n'oublierez pas que comme il n'y a plus d'auxiliaire, le S, il va venir ici. Ok? Et donc vous commencerez votre réponse en disant « The story takes place in ». Ok? Donc vous pouvez formuler vos phrases comme ça. C'est un conseil que je peux vous donner. Ok? D'autres questions? Oui, Marion sur Facebook, lorsqu'on compare par exemple un texte A à un texte B, est-ce qu'on doit répondre avec un temps présent ou pas forcément? Est-ce qu'il y a des règles? Ça dépend du temps de la question. Là encore, regardez à quel temps est posée la question. Par exemple, si on vous dit... on va voir. On va voir des exemples. Donc, juste 2 secondes. Est-ce qu'il y a des questions sur les premiers types de questions, justement, ou c'est bon? Sur les premiers types de questions, beaucoup de questions de grammaire. Ils nous demandent beaucoup de rappels sur les différentes formes du passé, les conjonctions. Ok. Tu vois ça après? Ouais, ça, on fera ça après. Je termine les rappels sur les types de questions et on fera la grammaire après. Allez. Ok. Donc, j'enchaîne un peu. Alors. Ok. Donc, pour citer... Bon, ça, je vous ai déjà expliqué comment faire, et puis visiblement, vous avez des questions sur la grammaire et tout, donc on va un peu enchaîner. Mais donc, quand on vous demande de citer, n'oubliez pas de mettre les guillemets, et n'oubliez pas de mettre la référence de où vous avez trouvé dans le texte. Plus vous arrivez à insérer de manière élégante votre citation dans le texte, et plus vous avez des points bonus. Si vous pouvez éviter le « as it is said in the text, line 3 », et puis guillemets, c'est plus élégant. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. C'est quand même, ce sera quand même compté juste. Donc, pas d'inquiétude là-dessus. Ok, reformuler et comparer. Donc, on arrive là-dessus pour la question de Marion qui était là tout à l'heure. Donc là, on avait 2 textes, A et B, et puis C qui était une image. In your own words, donc là, hop, ça vous fait un petit ampoule dans le cerveau. In your own words, ça veut dire reformuler. Compare and contrast the visions of progress given in the 3 documents. Puisqu'on vous demande de reformuler ce qui est dans les 3 documents, là, ici, c'est du présent qu'on va vous demander de faire, d'accord? Donc, vous répondez au présent. In document A, progress is seen as, je sais pas, a destructive force. Ok, le document A, c'était l'histoire d'Eddie qui était au début de New York, et lui, il adore la campagne, et il voit la ville qui est en train de grignoter petit à petit sur sa campagne, et donc le progrès, pour lui, c'est une force de destruction. So, in document A, progress is seen as a destructive force. Whereas, ok, il y en a qui voulaient des conjonctions, ça c'en est une. Whereas, en un mot, qui veut dire alors que. Whereas in document B, we have a very positive vision of progress. Et puis là, vous pouvez donner un détail du document B qui vous fait vraiment penser à la vision positive. Finally, in document C, progress is seen as inevitable. Ok? Donc, vous n'oubliez pas de bien articuler vos réponses. En général, quand vous passez d'un document à l'autre, puisqu'ils vont chacun présenter un point de vue différent, et puis vous restez au présent. Si la question est posée au passé, vous la posez au passé. Mais là, en fait, given, c'est un participe passé, mais c'est juste parce que c'est une voix passive. D'accord? Ce qu'on vous dit, c'est compare and contrast, donc vous utilisez du présent. Ok? Partie expression écrite, ou il y a des questions encore sur le questionnaire de compréhension? On a quelques-unes. Ouais. Pardon, je fais le tri en même temps. Ok. Est-ce que les sujets, est-ce que les questions sont forcément sur l'une des 4 notions au programme, ou est-ce que c'est... Les questions elles-mêmes, non. Mais par contre, les 3 textes, ils s'articuleront toujours autour d'une des idées, des 4 grandes idées. Par exemple, là, pour l'histoire du sujet sur New York, c'était l'idée de progrès. Est-ce que le progrès, c'est toujours positif ou non? Ok. Est-ce que ça vaut le coup de citer, donc en répondant à une question, faire une phrase, évidemment, mais est-ce que ça vaut le coup aussi de faire la citation, de citer carrément le texte après? Si on ne vous le demande pas, c'est pas la peine. Gardez, si vous avez le temps, tant mieux. Si vous n'avez pas le temps et que c'est pas demandé, gardez votre temps pour les questions où on vous le demande. Est-ce qu'on peut justifier en prenant le texte que tu as répondu tout à l'heure? C'est cool. C'est bon? Ouais. Ok. Donc on passe à la partie expression écrite. Et du coup, vu que je vais vous donner les conseils pour faire des bonnes expressions écrites, c'est là qu'on va voir les conjonctions et puis faire des petits rappels de grammaire. Ce sera plus logique ici. Ok, donc expression écrite, vous avez en gros 2 types de sujets. Il y a des sujets d'imagination, des sujets d'argumentation. En fait, il y a plein de sous-types.
Si on a le temps tout à l'heure, j'y reviendrai. Sinon, sur DigiSchool, je vous ai fait plein de fiches détaillées sur chaque sous-type, la lettre, le dialogue, la scène, la lettre commerciale, la lettre personnelle, etc. avec des vidéos d'explication. Donc si jamais on n'a pas le temps de tout revoir aujourd'hui, n'hésitez pas à aller les consulter. Il y a vraiment tous les conseils et des exemples tirés de sujets d'anal. Donc voilà. Imagination ou argumentation. Ce qu'on attend vraiment de vous et ce sur quoi vous serez noté, c'est 1. Est-ce que vous avez compris le sujet? 2. Est-ce que vous êtes capable d'organiser vos idées? Est-ce que vous êtes capable de développer en respectant les idées? Par exemple, si vous faites un sujet d'argumentation où on vous demande d'écrire la fin de la scène, si vous partez dans un truc complètement différent de ce qui a été développé avant, on va se dire ben, il ou elle n'a pas compris ce qui était dans le texte, et il n'a pas compris l'enjeu du texte. Donc est-ce que vous êtes capable de développer? Est-ce que vous êtes capable d'illustrer? Donc ça, vous l'avez appris pour les dissertes de français, c'est valable en français. On donne une idée, on met un exemple. Sinon, ça fait un peu creux. Et enfin, il faut savoir conclure. Donc ça, c'est dans l'organisation. Est-ce que vous pouvez conclure en synthétisant ou est-ce que ça se voit que vous êtes dit « Ah, il me faut une conclusion » et vous mettez un truc un peu à l'emporte-pièce. As a conclusion, I think that progress is great. D'accord? Essayez de montrer que vous avez un cheminement dans votre argumentation si c'est un texte d'argumentation. Si c'est un texte d'imagination, c'est pareil, il faut qu'il y ait une progression. Il faut que ce soit intéressant. Si on vous demande d'écrire la suite du texte, c'est qu'il y a un enjeu, c'est qu'il y a un conflit, c'est qu'il y a une tension, c'est qu'il y a quelque chose comme ça. Donc à vous de le repérer et de jouer là-dessus. Ok, analyse rapide de sujet pour voir à quoi on a affaire. Donc le premier, sujet 1, donc je vous dis, des fois on a le choix, des fois on n'a pas le choix. Ici par exemple, tous les candidats doivent traiter 2 sujets. Sujet 1 obligatoirement, puis sujet 2 ou 3, selon les indications ci-dessus. Ok. Donc document A, line 43-45. On a une citation. Et après on vous dit, imagine the rest of the conversation between the father and his son. Et on vous met entre parenthèses le nombre de mots. Le nombre de mots, il est toujours plus ou moins 10%. Vous êtes donc là, 150, vous avez le droit de faire 15 mots en moins ou 15 mots en plus, pour rester dans les clous de ce qu'on attend de vous. D'accord? Donc, but when we stood on the sidewalk, looking up at the car for a few minutes, he said, would you become a bank robber, Dell? It'd be exciting. Wouldn't that surprise your mother? Donc là, on a un papa qui propose... Ils sortent, pour vous remettre le contexte, ils sortent d'une exposition sur Bonnie and Clyde, où on voit la voiture dans laquelle, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, mais Bonnie and Clyde, ils ont assez mal fini dans leur voiture, ils se sont jetés sur le barrage de police et ils se sont fait descendre. Et donc là, aux États-Unis, dans les années 50, il y a la voiture qui tourne. Et les gens payent pour voir cette voiture. Et donc le père a emmené son fils voir cette voiture, et à la sortie, il lui demande, et toi, would you become a bank robber? Donc là, le conflit, c'est qu'on a un père qui propose quelque chose d'illégal à son fils, et qui demande par rapport à la réaction de la mère, etc. Donc si vous complétez la conversation, il faut montrer, parce que dans les questions de repérage, c'est toujours en lien avec les questions de repérage. Dans les questions de repérage, on vous a dit, on vous a demandé de voir quels étaient les sentiments du fils, quelle était la position du père, etc. Donc tout ce que vous avez identifié avant, il faut le réutiliser après dans votre expression écrite. Ok. Le deuxième texte, le deuxième sujet, c'est un sujet d'argumentation. Okay? In your opinion, why are outlaws so often portrayed as iconic figures in works of fiction? Support your answers with example. Donc là, c'est pareil, on est toujours dans le thème des documents, on parle des rebelles, cette fois-ci plus seulement Bonnie and Clyde, mais on vous demande de penser à d'autres rebelles célèbres. Okay? Donc, in your opinion, à votre avis, donc là c'est un sujet d'argumentation, mais quand même assez libre. Pourquoi est-ce que les rebelles sont si souvent décrits comme étant des figures iconiques, des figures un peu mythiques? Et donc là, ça fait appel aussi à ce que vous avez appris dans les chapitres sur mythe et héros. Qu'est-ce qui fait un mythe? Qu'est-ce qui fait un héros? Et pourquoi est-ce que les rebelles, ils font souvent de bons héros? Et on insiste bien, on vous dit « support your answer with examples ». Donc là, vous trouvez des exemples. Littérature, film, à vous de voir. D'accord? Et puis le troisième sujet... the myth-making machine began to work its transformative magic. Donc là, c'est pareil, c'est une citation du texte. Explain how the myth-making machine turns real-life individual into iconic figures and their lives into myth. Donc là, c'est un peu plus, c'est déjà un peu plus philosophique. Comment est-ce qu'on transforme des personnes réelles en mythes? Et donc là, c'est pour ceux qui composent au titre de la LVA, langue vivante approfondie, donc qui ont déjà eu plus le temps de se pencher sur les processus littéraires et sur comment on peut transformer un personnage réel en personnage de fiction. Ok, donc vous voyez, il faut bien lire les sujets, il faut bien voir quel est l'enjeu, bien cerner les idées principales pour ne pas faire de hors-sujet. Ok. Alors, alright.
Donc, on a fini avec les exemples. Tout à l'heure, il y avait des questions sur la grammaire. Ok. Question de grammaire, c'était sur le passé? Alors, excuse-moi, je suis en train de répondre à quelqu'un. Ok. Oui, alors, c'est ça. Ouais, réponse sur le grammaire, conjonction et passé, effectivement. D'accord. Donc, le passé. Le passé, et il ne faut pas se tromper, on en a en gros deux. Le passé du récit, c'est le prétérit. D'accord? Vos histoires, si le texte sur lequel vous vous basez est au prétérit et que vous devez écrire la suite, il faut évidemment respecter le contexte passé. Donc le prétérit, c'est pour du passé qui n'a rien à voir avec le présent, par opposition au present perfect, ça doit vous rappeler quelque chose, qui lui est une forme composée de have et du participe passé, qui est là pour du passé qui a une influence sur le présent. Mais bon, a priori, quand un récit est dans un contexte passé, on reste au passé. Donc on a deux temps, on a le prétérit. Le prétérit, pour les verbes réguliers, on met simplement ed à la fin de la base verbale, et ça ne change pas quelle que soit la personne. Ou alors, si c'est un verbe irrégulier, il n'y a pas de choix, il faut les apprendre, et c'est la deuxième colonne. Vous savez, on les apprend toujours par trois, speak, spoke, spoken. Le prétérit, c'est spoke. Ok? Bien. Vous pouvez avoir un autre temps aussi, c'est le past perfect. Le past perfect, il faut que je m'en trouve une slide où j'ai de la place. Ok. Donc, on a le prétérit. Donc ça, j'ai dit, c'est ed, ou alors la deuxième colonne. Ok. Ou alors, on a le past perfect. Le past perfect, c'est quand vous allez exprimer deux actions dans un contexte passé, et le past perfect servira à exprimer l'antériorité, donc l'action la plus ancienne. Ok. Il se construit comment? Avec had plus le participe passé. Le participe passé d'un verbe, c'est quoi? Je vous rappelle, c'est ed à la fin de la base verbale si c'est un verbe régulier, et si c'est un verbe irrégulier, c'est non plus la deuxième, mais la troisième colonne. Ok? Donc on a ces deux temps-là. Sachant qu'on peut avoir autre chose aussi que vous avez dû voir, c'est qu'on peut jouer avec les modes continus. Donc souvent, si vous avez un verbe qui serait à l'imparfait en français, on va utiliser du passé continu. Par exemple, alors que j'étais en train de parler, mon père quitta la pièce. Alors que j'étais en train de parler, c'est une action qui dure longtemps, mais dans le passé. Donc ça sera as I was speaking. Ok, as I was speaking, prétérit continu. My father left the room. Prétérit continu pour l'action qui dure et prétérit simple pour l'action qui interrompt cette action dans la durée. Ok. Voilà, donc ça c'est pour le prétérit. Pour les conjonctions, maintenant peut-être. Donc pour les conjonctions. Ouais, ok. Oh, thank you. Ok. Ce sera plus simple. Pour les conjonctions, donc, il en existe beaucoup. L'idée, c'est pas de, là, vous en taper une liste de 50 et de plus savoir comment les utiliser, d'accord? L'idée, ce serait d'essayer, pour chaque notion, d'en avoir une ou deux. Par exemple, si vous voulez ajouter une idée qui va dans le même sens que celle d'avant, on a des besides, par exemple. On n'oublie pas le S, sinon ça veut dire autre chose. Besides, ou alors in addition. In addition to, ou alors, je vous en donne une troisième, what's more. Ok? Donc ça, c'est si vous voulez ajouter une idée qui va dans le même sens que l'idée d'avant. Vous voulez faire le contraire maintenant. Vous êtes dans un texte d'argumentation, ou alors on revient sur, vous vous souvenez la question sur les trois textes et ce qui révèle sur l'idée de progrès. Vous avez dit first, pour commencer, first document A, blablabla, blablabla. Cependant, le document B, lui, donc le document B, il est en opposition avec le document A. Donc comment est-ce qu'on va pouvoir introduire cette idée? Donc le grand classique, c'est however. Qui marche bien, qu'on met en début de phrase. However, document B
has another point of view, etc., etc. On peut en avoir un autre, on peut avoir on the contrary. On the contrary, document B presents progress as being something fantastic. Okay? Après, on a toutes les conjonctions qui vont nous permettre de faire des concessions. C'est-à-dire, oui, ok, d'accord, mais en même temps, ou alors bien que le document B ne soit pas en opposition complète avec le document A. Donc ça va être les although. Ou alors though. Donc là, vous faites des concessions. Par exemple, although document B was written at the same time as document A, it presents a very different point of view. D'accord? Ça pourrait être une possibilité. Donc, une idée qui suit, une idée qui s'oppose, une idée de concession, on est d'accord mais pas complètement. Ok. Les exemples, quand vous introduisez un exemple, puisqu'on vous demande d'illustrer, il y a le très classique for example. Et vous pouvez varier avec for instance. For example ou for instance. Les deux veulent dire par exemple. Ils s'utilisent indifféremment, il n'y a pas de règle. For example ou for instance. Qu'est-ce que je pourrais vous donner encore? Bon, alors pour structurer, premièrement, deuxièmement, troisièmement, surtout on oublie le in the first time. Dans un premier temps, ça c'est du calque français, c'est pas beau. Vous avez tout simplement first, ou alors firstly. First, then, et pour finir, finally. Vous pouvez varier, hein. C'est pas parce que vous avez commencé avec first que vous êtes obligé de continuer avec then et finally. Vous pouvez commencer votre argumentation en disant first, I believe that progress is very often a positive force. For example, et vous donnez votre exemple. However, on n'est pas obligé de reprendre après par then, d'accord? However, progress is not always for the best, sometimes, et vous continuez. Finally, I believe that progress is inevitable and whether we like it or not, qu'il nous plaise ou non, qu'on aime ça ou non, we have to deal with it. On doit faire avec, d'accord? Donc vous pouvez mélanger après vos conjonctions comme vous en avez besoin. Vous pouvez en trouver plein des conjonctions, mais c'est pas la peine de vous farcir la tête avec toute une liste. Et c'est pas forcément plus elles sont longues et plus elles seront les bienvenues dans vos textes, les nevertheless, etc. Des fois, ça fait un peu emprunté par rapport au reste du style que vous utilisez. Donc, à vous de voir. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, je veux que tu sortes. Hein. Ok, allons-y. Comment peut-on savoir quand il faut utiliser le passé, le prétérit, le past perfect? Parce qu'on n'a aucune indication pour la partie d'expression écrite. Oui, bah, la partie d'expression écrite, la seule indication que vous avez, en fait, c'est par rapport au sujet. Si on vous demande d'écrire la suite d'une scène, et que la scène est au passé, oui, il faut que vous restiez dans le contexte du temps du passé. D'accord? Après, choisir le prétérit continu ou le past perfect, ça c'est dans la logique de ce que vous écrivez. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le past perfect, c'est pour les actions qui sont antérieures à d'autres. Donc si dans votre phrase, vous voulez parler de deux actions et qu'il y en a une qui est antérieure à l'autre, vous la mettez au past perfect. Par exemple, on imagine la conversation entre le fils et le père qui lui demande « ça t'aurait plu de devenir voleur de banque, etc. » Tu l'aurais fait. Le fils peut répondre « Well, I had never thought about it. I had never thought. » Ça, c'est du past perfect. Je n'y avais jamais pensé. I had never thought about it. But as I was thinking about my answer, mais comme j'étais en train de réfléchir à ma réponse, something became clear. Une chose devint claire. The answer was no.
Et là, dans cette phrase-là, vous avez les 3 temps. Vous avez l'action la plus antérieure, le fait de n'y avoir jamais pensé, qui est au past perfect. Vous avez l'action continue, as I was thinking, puisque l'enfant est en train de réfléchir pour savoir ce qu'il va répondre à son père. Donc c'est une action en cours, donc c'est là où on applique le continu, prétérit continu. But as I was thinking about it, one thing became clear. Une chose est devenue claire dans mon esprit. Et là, on a du prétérit simple. D'accord? Donc après, c'est à vous. Revoyez bien l'utilisation de ces 3 temps-là. Ici, on n'est pas dans un cours de grammaire. Donc, je n'ai pas le temps de tout développer, mais revoyez l'utilisation de ces cours-là. Il y a des fiches sur le site de DigiSchool sur l'utilisation des temps du passé. Et puis, référez-vous aussi aux fiches qu'on a fait sur les différents types d'expressions écrites qui pourront vous aider. Lara qui nous dit, I have a question. The teacher told me that we always have to give the definition of the notion, but there are some subjects where we can't. So how can we put it? Okay, the definition of the notion is usually a good idea at the beginning, in the introduction. Si vous n'avez pas de définition précise à mettre dans votre introduction, faites de votre mieux. Mais c'est sûr que si vous choisissez un sujet d'argumentation où on vous demande que pensez-vous de l'idée de progrès, c'est une bonne idée de commencer en disant pour moi le progrès c'est. Okay, si vous savez, mettez une définition, faites de votre mieux. Mais oui, c'est comme en français, normalement on commence son sujet d'argumentation par une intro. Là encore, pour avoir plus d'idées et des exemples, je vous renvoie sur les fiches spécifiques qu'on a fait sur le sujet d'argumentation à l'épreuve de bac sur le site. Les expressions écrites, est-ce que ça peut être, est-ce qu'on peut nous demander notre avis ou créer un dialogue par exemple? Oui, tout à fait. Votre avis en général ce sera in your opinion, ou alors une autre manière de formuler la question c'est to what extent. To what extent, ça veut dire dans quelle mesure, et quand on vous demande dans quelle mesure, on vous demande de dire, en gros, d'un côté oui, mais pas toujours, et finalement, moi, ce que je pense, c'est, quand on vous demande dans quelle mesure, c'est ça, le plan type, c'est 3 parties. Okay, c'est thèse, antithèse et votre synthèse à la fin. Et les dialogues, oui, on peut vous demander, write the rest of the conversation. Si votre texte, c'était une conversation entre, par exemple, ici, le père et son fils. On peut vous demander d'écrire un dialogue. Pour le dialogue, il y a des règles spécifiques sur les types de guillemets, comment on le présente, etc. Là, c'est pareil, on a fait toute une fiche sur le sujet. Par exemple, les guillemets, ce n'est pas les guillemets français que vous connaissez, ce n'est pas les guillemets chevrons. Ça, il ne faut pas se tromper. C'est les guillemets comme ça, les guillemets américains. Okay, donc, on utilise ces guillemets-là. Les virgules, par exemple, si je vous fais un exemple. Dad. Virgule avant la fin des guillemets, I said, avec le verbe introducteur de discours, I said, I never want to rob a bank. Toujours avec la ponctuation avant la fin des guillemets. Donc là, vous avez le début de la phrase, il y a une virgule, on met le verbe introducteur en dehors des guillemets, puisque ça n'a pas été prononcé, l'enfant il n'a jamais dit I said, donc ça ne peut pas être dans les guillemets, et puis après on reprend les paroles prononcées par l'enfant, donc on remet entre guillemets, d'accord? Et si le père répond, on va à la ligne et on commence une nouvelle ligne. Well, that's a relief, qui veut dire quel soulagement. Well, that's a relief. Ok? Ça, c'est un exemple très rapide de présentation. Toutes les règles sont détaillées, encore une fois, dans la vidéo spécifique sur le sujet. En parlant de dialogue, par ouais. exemple, des fois, tu viens de me dire, est-ce qu'on met des tirets dès qu'un personnage parle, un peu comme en français, finalement? Non, non, on ne met pas les tirets. Okay. Elodie, est-ce que même s'il nous demande de citer le texte, il faut faire une phrase d'intro en reprenant aussi les termes de la question? Pas forcément en reprenant les termes de la question, mais il faut faire une phrase. Si on vous demande de citer le texte, vous ne pouvez pas juste prendre les 4 mots du texte et puis mettre les parenthèses derrière. Il faut faire une phrase. Okay? En général, on vous posera une question et on vous dira « justify from the text ». Ou alors, ce qui se fait pas mal maintenant, ce que j'ai vu aussi dans des annales, c'est, j'ai déjà vu ça, on met un tableau avec name, city, job, par exemple, et on va vous demander de mettre les infos directes dans le tableau. Comme ça, ça vous évite d'avoir à faire les phrases. Mais sauf si on vous met ça, vous faites une phrase, toujours. Je pense qu'on peut enchaîner. Ok, en fait, moi j'ai fini sur mon récap de l'épreuve. Donc s'il y a d'autres questions, je réponds. Sinon,
d'introduction, de développement et de conclusion pour l'expression écrite. Ouais, alors ça va dépendre du sujet. Est-ce que tu as des petites astuces un peu sur chacune des parties développées? Ouais, on peut développer ça. Alors, des exemples d'introduction, de développement et de conclusion. Je pense que ce que vous voulez savoir surtout, c'est dans les mots de liaison, parce qu'après, le développement, tout va dépendre de ce que vous dites. Déjà, au niveau du temps, si c'est un sujet d'argumentation, on va utiliser le présent simple, parce que vous exprimez vos idées sous forme de présent simple, qui est le présent des vérités générales, des définitions, etc. Mais dans la question, ce sera dit, par exemple, « What do you think about progress ?» Ça, c'est du présent, d'accord? Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour les introductions, on a eu la remarque, on a eu la question, quand vous faites une introduction à un sujet d'argumentation, il faut, effectivement, c'est pas mal de glisser une définition de la notion par rapport au sujet. Si je reviens au sujet qu'on avait tout à l'heure, qui est ici, par exemple celui-ci, « In your opinion, why are outlaws so often portrayed as iconic figures in works of fiction? Support your answers with examples. » On vous demande pourquoi est-ce que les rebelles deviennent si souvent des personnages mythiques, des icônes en fait. Si vous n'avez pas d'autres idées, vous pouvez commencer par exemple, ça s'articule par rapport au texte sur Bonnie and Clyde. Et on a vu dans le texte que Bonnie and Clyde, en fait, c'était deux voleurs à la petite semaine qui n'avaient pas forcément eu un destin très heureux et qui sont devenus, de par leur destin tragique, symboles des rebelles contre l'ordre établi, des amoureux rebelles qui suivent leur amour et qui volent des banques et qui ont une vie hyper romanesque. Et ça a été expliqué dans le texte par le père à son fils. Et on vous a posé les questions pour faire leur repérage et voir ça. Donc si vous n'avez pas d'autres idées, vous pouvez commencer comme ça. As we have seen, comme nous l'avons vu, as we have seen in the text, Bonnie and Clyde went from being unhappy real-life people to icons representing romantic ideal. Okay, vous reprenez l'exemple du texte. Ça peut vous faire une base, un début de réflexion. Et après, la question, c'est pourquoi est-ce que ça arrive souvent? Vous pouvez mettre dans votre introduction comme problématique, but is it always the case? And if so, et si oui, and if so, why? Et là, vous avez fait votre petite phrase d'introduction, votre problématique, et vous êtes prêt à enchaîner. Et vous enchaînez avec first, it is true that very often rebels become icons. Et là, vous nous citez 2 ou 3 exemples de rebelles qui sont devenus des héros. Je ne sais pas, ça peut être Robin des Bois, ça peut être Che Guevara, enfin voilà, vous cherchez dans votre culture G des exemples. Et vous essayez d'expliquer pourquoi. Parce qu'ils défendent la veuve et l'orphelin, ok. So first, Robin Hood, for instance, is a famous outlaw who became very famous, who represents generosity. Voilà, il faut expliquer en fait que ce qui est en jeu dans la transformation du rebelle de la vraie vie à la figure d'icône, c'est qu'en fait on lui fait incarner des valeurs qui n'étaient pas forcément celles qu'il avait l'intention d'incarner au départ, mais bon, c'est ce qui se passe. Donc ça, vous l'expliquez, comme vous pouvez, tant bien que mal. Et puis après, vous allez passer à votre deuxième partie. So first, rebels become icons because of the values that they come to represent. Deuxième partie, however, it is not always the case. Ou sometimes, on the contrary, some outlaws do not become icons. And we may wonder why. Et on peut se demander pourquoi. Et là, vous trouvez d'autres exemples de rebelles qui ne sont pas devenus des héros ni des icônes. Et dans ce cas-là, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils sont restés des rebelles? Donc vous cherchez, vous trouvez des exemples, vous expliquez, etc. Ultimately, ça veut dire en fin de compte, et là ça peut introduire votre dernière partie. Ultimately, the most important reason why outlaws become rebels, et vous reprenez la quintessence en fait de votre réflexion, puisque vous venez de faire 2 parties pour nous expliquer pourquoi des fois ça marche et pourquoi des fois ça marche pas. Donc au final, l'idée principale, le facteur principal, c'est, et vous nous expliquez le fruit de votre réflexion. Ultimately, just like the saying says, comme le dit le proverbe, beauty is in the eye of the beholder, qui est un proverbe anglais assez connu, qui veut dire la beauté est dans l'œil de celui qui regarde. Et là, vous allez le détourner. Et là, vous détournez un proverbe pour dire icon or myth is in the eye of the beholder. Okay, le côté icône, c'est dans l'œil de celui qui regarde. Et finalement, ce qui fabrique l'icône, c'est plus la société qui
qui regarde le personnage que les actions du personnage en lui-même. C'est plus ce qu'on lui plaque sur le dos ou les intentions qu'on projette sur lui que ses véritables actions. D'accord? Et vous pouvez finir comme ça. Un exemple juste comme ça. Comment utilise-t-on shall et being? Ah, ok. Will, shall, ok. being. Les grands doutes sur shall et will. Ok. Shall, c'est une forme qui est maintenant un peu désuète, qui exprimait le futur. Je vais revenir à ma page vierge. Ok, donc shall et will. Ok. Si vous avez besoin de former le futur, et puisqu'on n'est plus au 19e siècle, on utilise will. D'accord? Ça, c'est pour le futur. Will plus base verbale. Ok? Ça, si vous avez du futur, will plus base verbale. Ok? C'est d'ailleurs pas le temps que vous utiliserez le plus. Peut-être si vous complétez une conversation, si des personnages se posent des questions sur ce qu'ils vont faire, etc. Shall, en fait, au départ, c'était une forme de futur. C'est la forme de futur qu'on retrouve par exemple dans les 10 commandements dans la Bible en anglais. You shall not kill, tu ne tueras point. Mais c'est un futur qui est devenu désuet pour des raisons passionnantes mais qu'on n'a pas le temps d'aborder ici. Donc du coup, maintenant, on le cantonne à, on l'utilise maintenant pour faire une suggestion. Par exemple, et si on allait au parc? Donc suggestion. Shall we go to the park? Ok? Par contre, si vous voulez dire demain nous irons au parc, tomorrow, I promise, we will go to the park. Et pas we shall, qui serait ici hyper formel et très désuet. Donc shall, on laisse tomber, d'accord? On le garde uniquement pour les suggestions. Et being, c'était ça l'autre question? Oui. Ok, alors being, c'est la forme en ing du verbe be. Comme ça, c'est hyper général comme question. Donc vous avez soit... Ah, ou alors c'était be plus ing, non? La question? C'était being. Non, being. Ouais. Ok, being, c'est be à la forme continue avec ing. Ok? Donc de manière générale, que ce soit avec be ou que ce soit avec un autre verbe, la forme en ing, soit vous êtes dans un temps continu, c'est-à-dire que vous allez avoir l'auxiliaire be plus votre base verbale avec ing. Par exemple, right now, I am explaining grammar, ok, avec du présent continu. Tout à l'heure, je vous ai fait des exemples au prétérit continu, puisque j'avais eu des questions là-dessus. On peut faire du futur continu, on peut faire n'importe quel temps en continu, d'accord? Donc, be plus ing. Là, c'est un exemple, on pourrait avoir being. Sinon, de mettre ing à la fin d'un verbe, ça permet de le transformer en sujet. Par exemple, vous avez déjà vu smoking is forbidden. Ok, je suis sûre que vous avez déjà vu des signes, des pancartes comme ça. Eh bien, smoke, normalement, c'est un verbe. Pour qu'il puisse être le sujet du verbe être, on lui met ing derrière. Et ça permet de faire fonctionner smoke comme un sujet. Et vous le trouvez, donc souvent, vous trouverez des verbes en ing en début de phrase, comme ça veut dire qu'ils sont sujets du verbe principal qui vient derrière. Autre chose? Oui, plein de questions. Hein. Derrière want to, est-ce qu'on met bien un verbe à l'infinitif? Demande Joséphine. Oui, de manière générale, 95%
Ok, on est de retour. Désolé pour le glitch. Ok. Donc, comme ce que je disais au modérateur qui vous a répondu, mais je vais faire l'expression en live. Derrière tout, 95% du temps, on a une base verbale, d'accord? C'est soit une préposition de but, soit une préposition donc de but ou de destination géographique. Donc, on a derrière tout, on a toujours un verbe à la base verbale. Sauf, on a quelques exemples. Donc, par exemple, si on vous demande d'écrire une lettre et que vous terminez par... Est-ce que quelqu'un connaît? Réfléchissez le temps que j'efface. L'expression qui signifie dans l'attente de vous rencontrer ou dans l'attente de votre réponse. C'est looking forward. Looking forward to. Ok, ça veut dire dans l'attente de. Et le verbe que vous mettez derrière, il sera en ing. Par exemple, dans l'attente de vous lire, looking forward to reading your letter. Ok, donc ça, c'est un des exemples les plus connus. On a tout plus ing derrière. Voilà. Sinon, on a quelques verbes, mais vous ne prenez pas la tête avec ça. Derrière tout, on met une base verbale. Et certainement, derrière I want to, pensez à la chanson I want to break free. I want to break free, c'est break derrière, c'est pas breaking. D'autres questions? Oui. Hicham qui nous demande une question un peu plus méthodo. Combien de temps il faut mettre pour chaque partie, vu qu'on a 2 heures? Est-ce que tu as une règle d'or? Une règle d'or. Que vous dire? Gardez-vous au minimum, regardez déjà au début de l'épreuve, regardez combien de sujets vous allez avoir à écrire. Si vous en avez qu'un et que c'est au choix, vous gagnerez un peu de temps parce que même si les sujets, quand vous en avez 2, le nombre de mots est réduit, ça implique toujours une phase de réflexion, de vous mettre dans le sujet, de bien l'analyser, tout ça, donc ça prend toujours du temps. Essayez de vous garder au moins 3/4 d'heure pour l'expression écrite. Puis après, chacun se connaît. Il y en a qui ont besoin de faire un brouillon super détaillé, puis après de recopier. Il y en a qui sont plus à l'aise avec le fait de prendre des notes, d'écrire le titre des parties, puis après ils peuvent y aller, ils se lancent. Mais au moins 3/4 d'heure. Parce qu'il faut avoir le temps de réfléchir, de composer et de se relire derrière. D'accord? D'un autre côté, allez pas trop vite sur les questions parce que, comme j'ai essayé de vous montrer dans mon explication, les questions sur les textes, elles sont souvent liées au contenu de l'expression. Tout est lié. Tout est logique, donc prenez bien le temps de comprendre les textes et le point de vue pour ne pas répondre à côté dans votre expression. Sophie qui a un petit doute, est-ce que c'est vrai que pour ceux qui ont choisi l'anglais LV1, il faut faire les 2 expressions? Est-ce que pendant l'épreuve, il y a 2 expressions à faire, c'est ça? Ça dépend. En fait, ça dépend et ce sera très clairement expliqué sur le sujet. Ça, je ne peux pas vous répondre, ça dépend. C'est différent en général pour ceux qui ont pris la spécialité de langue vivante ou pour ceux qui ont pris simplement langue vivante 1. D'accord? Ce n'est pas une histoire de langue vivante 1 ou 2, puisque de toute manière, les épreuves sont différentes pour anglais LV1, anglais LV2. Après, c'est est-ce que vous avez pris spécialité langue vivante ou pas? Mais de toute façon, c'est écrit dans les sujets, donc paniquez pas. Et en plus, c'est de plus en plus clair. Vous saurez exactement ce que vous avez à écrire et en combien de mots. On dit j'ai du mal avec get et quand mettre up ou off. Deux questions bien distinctes. Un petit rappel sur get. Ouais, get. Get, c'est votre meilleur ami et votre pire ennemi. Get, c'est hyper polysémique, c'est-à-dire qu'il peut avoir des tas de sens. Il peut s'insérer partout. Et en même temps, il n'a pas vraiment de sens à lui tout seul. Normalement, le sens premier de get, ça veut dire obtenir. Okay? Mais par exemple, dans l'expression I get it, ça veut dire oui, je comprends. L'idée, c'est j'ai obtenu ton idée. Okay? Donc get, en général, les profs d'anglais vous recommandent de ne pas trop l'utiliser, justement parce que souvent, on peut le remplacer par un verbe qui est plus précis. Au lieu de dire I get you, on peut dire I understand you. Okay? I got my taxi yesterday. Vous pouvez dire I caught, j'ai attrapé mon taxi. Okay? Ce sera plus précis. Get, essayez de l'éviter. Et après, entre up et off, up, c'est une préposition qui indique un mouvement vers le haut. Donc, par exemple, stand up, ça veut dire se lever. Off, en général, c'est qu'on arrête quelque chose. Switch off the light, c'est éteindre les lumières. Turn off your computer, c'est éteindre votre ordinateur. Et après, peut-être que votre question, elle porte sur les verbes à particules.
Les verbes à particules sont ces verbes, vous savez, si on change la préposition qu'il y a derrière, ça change le sens du verbe. Donc par exemple, get up, ça veut dire se lever le matin. Get off my table, ça veut dire descendre ma table. Stand up, ça veut dire levez-vous, mais ça peut aussi vouloir dire défendez vos idées. Stand up for your rights, stand up for your ideas. A stand off, c'est une confrontation. Donc après, il y a des verbes à particules et ceux-là, malheureusement, il faut les apprendre. Mais sinon, de manière générale, up, c'est un mouvement vers le haut et off, c'est quand on arrête quelque chose. Sabrina, pour compare et contrast, je n'ai pas très bien compris. Tu en as parlé un peu plus tôt? Oui, j'en ai parlé tout à l'heure quand je donnais les exemples de questions de comparaison. Si j'écoutais. Ça fait plaisir. Non, mais il y en a une qui suit, merci. Donc, compare and contrast. En fait, souvent, ils vous mettent les deux verbes, c'est pour que vous n'oubliez pas la moitié de la comparaison, c'est-à-dire comparer et contraster. Donc, contraster, c'est faire ressortir les différences. D'accord? Donc, c'est quand vraiment il y a une différence cruciale entre les deux textes et que les examinateurs ne veulent pas que vous passiez à côté. Donc, ils vont vous souligner ça en mettant un contrast. Okay? Contrast something, c'est faire ressortir les différences. OK? Non, mais ça y est, peut-être que vous savez tout. Ça y est, ils sont un jour. Est-ce que tu connais le coefficient d'épreuve par filière? Ça te dit quelque chose? Ah non, de tête, je les ai pas, désolé. Je vous dirai des bêtises. Pouvez-vous nous expliquer comment argumenter les questions-réponses avec des grandes argumentations qui méritent une grande argumentation? Enfin, je suis pas sûr de bien comprendre la question, mais... Les questions, quand on vous demande de plus développer, j'imagine c'est ça votre question. Parfois, on vous dit répondez en 30 ou 40 mots. Donc, c'est vrai que là, on s'attend à ce que vous articuliez un peu. Eh bien, ça va vraiment tout reposer sur la logique de votre réponse. Et la logique de votre réponse, vous la transmettrez avec les link words qu'on a vus tout à l'heure. Il y en a deux que je ne vous ai pas donnés, mais qui peuvent être utiles. Par exemple, c'est d'un côté et de l'autre. Mais celui-là, vous les connaissez, mais pour ne pas les oublier, ce sera on the one hand. D'un côté et de l'autre, on the other hand. Donc ça peut vous aider au niveau des conjonctions. D'ailleurs, si vous voulez un peu alléger, parce que la formule d'un côté et de l'autre, on the one hand, on the other hand, ça peut un peu alourdir, vous pouvez donner votre première idée, vous mettez un point et vous recommencez par on the other hand. Et comme ça, vous enchaînez direct avec d'un autre côté. Donc, on comprend bien le contraste, mais vous n'avez pas été trop lourd au niveau du style. D'accord? Si c'était ça votre question. Après, sinon, au niveau de conseils de méthodo, organisez bien vos idées pour ne pas mélanger. Quand vous devez convaincre et argumenter, vous mettez tout ce qui va dans un sens ensemble, tout ce qui va dans un autre ensuite. Si c'est trop épars, on a du mal à suivre votre logique. Donc, essayez de bien organiser ça dans votre tête avant d'écrire. Est-ce que tu as des conseils pour les aider à apprendre à diversifier un peu leur vocabulaire? Oui, alors de manière générale, de la lecture, de l'écoute d'anglais, des podcasts, on en trouve des sympas. Pour ceux qui sont curieux de tout, il y a une plateforme qui s'appelle TED.com où c'est plein de petites conférences qui font en général 15-20 minutes maximum et qui sont sous-titrées en anglais si vous voulez acquérir du vocabulaire, donc ça peut être cool. Et sinon, mais de la lecture. Et alors, il y a la traditionnelle de méthode de se faire un petit carnet avec des synonymes ou tout ça. Ou sinon, forcez-vous à reformuler. Ça peut être une bonne idée. Vous faites une phrase et vous essayez de la dire. Vous faites un jeu, mettez-vous à 2-3 avec qui vous entendez bien. Vous pouvez vous faire un jeu, vous dites une phrase et la personne en face, elle doit répéter la même idée, mais d'une manière différente et trouver des autres mots. Et ensemble, vous cherchez des mots et comme c'est... Vous pouvez vous aider, tout ça, ou vous donner 30 secondes. S'il n'a pas trouvé au bout de 30 secondes, il perd son point, c'est vous qui gagnez le point. Enfin voilà, vous mettez des règles comme vous voulez pour vous challenger un peu. Et ça peut vous aider à vous stimuler à chercher un peu des mots. Voilà. Ou sinon, jouez au tabou. Faites un tabou, parce que comme il y a les mots interdits, on est obligé de contourner. Pour prendre une dernière, peut-être? Bah, s'il y a le temps, moi je suis là. Pour l'expression, faut-il structurer notre réponse avec un plan et tout? Oui, il faut structurer votre réponse avec le plan et tout. Normalement, le plan et tout, on ne le voit pas. C'est-à-dire que surtout, vous ne mettez pas grand 1, petit a quand vous écrivez. Par contre, dans l'idéal, dans votre réponse, avant de l'écrire, vous y avez pensé. Et donc, sur votre brouillon, vous pouvez le mettre. Par contre, les et tout, normalement, c'est invisible quand vous écrivez. C'est avec les link words, avec les conjonctions, que vous allez faire les transitions entre les parties. Voilà.
C'est bon? Ok, bon bah je vous remercie à tous d'avoir participé, pour vos questions, pour votre enthousiasme. J'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça vous a donné des pistes. Et pour ceux qui sont vraiment curieux des histoires d'expression écrite, on a vraiment fait plein de vidéos dédiées à chaque type de sujet avec des exemples, il y aura des link words, il y aura du vocabulaire, il y aura tout ce qu'il faut. Donc n'hésitez pas à y aller, je vous y engage, c'est tout sur DigiSchool. Voilà, merci à tous et bonne révision.